L'affaire Cyril Berger, meurtre dans les quartiers chics de Paris, épisode 1. Dans chaque famille, il y a des rôles qui se mettent en place. Vous avez remarqué, parfois dès tout petit, on vous colle une étiquette sur le front. Et même quand vous grandissez, même quand vous changez, c'est dur de s'en défaire. Les étiquettes, il y en a 1000. Je vous donne quelques exemples. Il y a le drogué. Il y a l'instable, celle qui n'est jamais en couple et tout le monde se demande pourquoi. Il y a l'intello, le raté ou au contraire celui qui réussit tout le temps. Et quand un membre de la famille est assassiné, bon, je vous l'accorde, ce n'est pas tous les jours heureusement, et bien là, ça rebat les cartes. Quand Odile de Moreau-Diaféry est retrouvée morte dans son appartement, les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit d'un membre de sa famille. Oui, mais lequel ? Le faible ou le riche ? Le chef d'entreprise ou le malade psychiatrique. Dans cette histoire, les étiquettes collées à la peau vont valser et le vrai visage de chaque personnage va être découvert. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Paris, en plein cœur du très chic 17e arrondissement, au premier étage d'un bel immeuble haussmannien. Il est un peu plus de 19h, ce 18 décembre 2015. Une femme vient d'être tuée. Enfin ça, Charles-Henri ne le sait pas encore. Il rentre tout juste du travail, vient de monter les 4 étages jusqu'à son appartement, mais il faut déjà qu'il ressorte pour la promenade de Grisby, son petit Jack Russell. Charles-Henri et le chien sortent donc de l'appartement et empruntent l'escalier en colimaçon très étroit du bâtiment, quand Charles-Henri entend un bruit sourd. Comme si quelqu'un s'était cogné contre l'ascenseur ou contre un mur. Il continue à descendre et là, il entend un cri strident. Est-ce que c'est un homme, une femme ? Il ne saurait dire, mais le cri est assez terrifiant. Le chien et le maître continuent à descendre l'escalier. Puis, une porte claque. D'habitude, c'est plutôt calme ici. Que se passe-t-il ? Charles-Henri est maintenant au niveau du premier étage et se retrouve nez à nez avec un homme en caleçon et chaussettes recouvert de sang. C'est son voisin du premier. Dans sa main, il tient un couteau de cuisine ensanglanté et il crie « Mon beau-frère a essayé de me tuer !» Charles-Henri ne connaît pas très bien ce jeune homme de 32 ans qui vit encore chez sa mère. Il ne sait pas de quelle pathologie il souffre. Mais dans l'immeuble, ça se sait. François-Xavier est malade. Alors il faut se méfier. Charles-Henri a 2 options. Soit il remonte chez lui au risque que son voisin le poursuive dans les escaliers et il sera coincé, soit il redescend. Oui, sortir du bâtiment, c'est la stratégie la plus prudente. Charles-Henri commence donc à contourner doucement son voisin pour s'échapper quand une porte s'ouvre dans le couloir. C'est Madame C. Madame C, c'est une voisine du premier étage. Elle s'apprêtait à aller se coucher. Il n'est que 19h15, mais Madame C est âgée de 84 ans. Elle vit seule et ce soir-là, elle est fatiguée. Mais elle a entendu du bruit dans le couloir. « François-Xavier, qu'est-ce qu'il se passe ?» demande-t-elle. Charles-Henri répond à sa place. Il dit que c'est son beau-frère. « Ah oui ?» répond Madame C, mais c'est quand même lui qui a le couteau à la main. « Rentrez chez vous » dit Charles-Henri. « Je vais appeler la police. » Et le voisin du 4e reprend l'escalier et file au rez-de-chaussée, suivi par Grisby, qui, le pauvre, a eu tellement peur qu'il en a fait ses besoins dans le couloir. Depuis l'encadrement de sa porte d'entrée, Madame C regarde le fils de sa voisine. François-Xavier est à genoux, quasi allongé sur le palier. Et il maintient fermement la poignée de sa porte, comme si quelqu'un de l'autre côté essayait d'ouvrir. Il est plein de sang, il crie de douleur. Il a l'air salement amoché. Pendant quelques secondes, la vieille dame se demande s'il ne s'est pas fait ça tout seul. Elle le connaît bien, François-Xavier, le petit schizophrène de l'immeuble. Elle va à l'église avec sa mère, Odile. Tiens, Odile, où est-elle justement ? François-Xavier lâche soudain la poignée de sa porte. Il essaye de se mettre debout, mais il titube et il tombe. Alors il s'allonge et il se met à ramper vers Madame C. Vous imaginez la scène ?
Le sang s'étale tout le long du joli couloir du premier étage. « François-Xavier, où est ta mère ?» demande Madame C. « Elle est à l'intérieur, dit-il. Elle a reçu des coups de couteau. » La voisine appelle son amie. « Odile ? Odile ?» Mais rien. Pas de réponse. François-Xavier lui demande d'arrêter de crier. Il a trop peur qu'il revienne. Qu'il revienne, mais qui ? Son beau-frère. François-Xavier se réfugie dans l'appartement de Madame C et dépose le couteau plein de sang sur son meuble d'entrée. C'est un couteau de cuisine, manche noire, lame de 12 cm. Pas bien grand, mais suffisamment pour faire des dégâts. De son côté, Charles-Henri, le voisin du 4e, attend la police sur le palier. Quand soudain, une silhouette sort de l'immeuble. Charles-Henri ne saurait pas dire si c'est un homme ou une femme. La personne porte un gros sweat noir, capuche sur la tête et se cache le visage avec un carton. Les lumières du fleuriste éclairent un peu la chaussée, mais nous sommes au mois de décembre, il fait déjà bien sombre à cette heure-là. Charles-Henri prend quand même une photo de l'individu au carton, au cas où. Ah, voilà les gyrophares, il est 19h22. Les policiers remontent 4 à 4 les escaliers et enfoncent la porte. À l'intérieur, aucun bruit. Face à l'entrée, il y a un petit salon coquet. Sur la table de la salle à manger, 2 verres vides ont été utilisés. Il y a aussi un ordinateur portable. L'écran est ouvert. La dernière personne à l'avoir utilisé a fait une recherche Peugeot 308 Urban Soul 2015. Une petite citadine. Odile cherchait-elle à acheter une voiture d'occasion ? Dans l'appartement, il y a du sang partout. Sur le sol, sur les murs, absolument partout. Et Odile, où est-elle ? Les policiers parcourent l'appartement jusqu'à la salle de bain. Il est là, le corps d'Odile. La mère de François-Xavier, la compagne de messe de Madame C. Décédée des suites de ses blessures. Des blessures par arme blanche. On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé, mais le coupable y est allé fort. Le légiste dépêché sur place note 30 plaies faites au couteau. Le décès a dû être rapide. Odile est recroquevillée sur le sol de cette petite salle de bain. Son cadavre est photographié sous tous les angles. Odile n'a qu'une chaussure au pied. Le combiné d'un téléphone sans fil est posé à côté. La base de ce téléphone est dans la chambre. C'est là que se trouve aussi la seconde chaussure. Comme si la victime, alors qu'elle était dans sa chambre, avait tenté d'échapper à son agresseur en se réfugiant à toute vitesse dans la salle de bain. Madame C et Charles-Henri, les témoins, sont interrogés. François-Xavier est transporté en urgence à l'hôpital Georges Pompidou. Il faut faire vite, son pronostic vital est engagé. Tous les psychocriminologues vous le diront. Pour identifier le coupable d'un crime, il faut d'abord bien connaître sa victime. La nôtre s'appelle donc Odile, Odile de Moreau-Diaféry. Elle est la descendante du duc d'Orstedt, un compagnon d'armes de Napoléon. Odile s'était installée dans l'immeuble du boulevard Malesherbes avec son mari Jean-Louis au début des années 80. Mais Jean-Louis est mort. Et jusqu'à ce soir, Odile vivait seule avec son fils François-Xavier. Faisons le point sur cette famille. Nous avons donc la mère, Odile. Avec Jean-Louis, Odile a eu 2 enfants, François-Xavier et Marie-Elvire. Marie-Elvire est avocate, spécialisée dans la propriété intellectuelle. Elle est très proche de son frère François-Xavier et elle est mariée à Cyril Berger. Au moment de la découverte du corps, Cyril est chez lui, dans l'appartement qu'il a acheté avec Marie-Elvire et qui se trouve à 3 rues de chez Odile. Les enquêteurs, toujours sur les lieux du crime, appellent leurs collègues de la sécurité publique pour qu'ils aillent interpeller le principal suspect, Cyril, qui, rappelez-vous, a été dénoncé par François-Xavier. L'un des policiers, que nous appellerons Rémi, pénètre dans l'appartement avec son coéquipier. Et il voit Cyril tranquillement assis sur son canapé, en train de fumer une cigarette comme si de rien n'était. Hormis ce détail, Cyril est en sueur comme s'il venait de faire un sprint. Sa chemise est trempée.
J'en ai vu des mecs pas tranquilles, mais lui, c'est la palme. C'est ce que dira le policier Rémi à ses collègues de la police judiciaire. Il est 19h50, monsieur Cyril Berger, vous êtes placé en garde à vue. Rémi lui passe les menottes et découvre une coupure sur l'un des poignets de l'homme interpellé. Souvenez-vous bien de ce détail. J'y reviendrai un peu plus tard. Pour l'instant, laissons ici cette scène d'arrestation et remontons le temps quelques semaines plus tôt. Dans le centre de Paris, des fusillades dans 3 endroits différents de la capitale, dans les 10e et 11e arrondissements. Les explosions également aux alentours du Stade de France pendant la rencontre de football France-Allemagne. Les tirs, on a cru que c'était un feu d'artifice au début. Et là, on a vu des vitrines exploser. Vous les avez vus, vous avez entendu, J'ai vu du verre. Et à ce moment-là, tous les gens se sont mis à terre. On a hurlé par terre, par terre. Voilà, donc il s'agit donc des attentats les plus meurtriers de l'histoire de France. Au moins 120 morts, plus de 200 blessés, dont 80 dans un état grave. Des fusillades, des explosions en plein cœur de Paris et aux abords du Stade de France, commis par des kamikazes, ce qui est une première. Vendredi 13 novembre 2015, plusieurs terrasses du 11e arrondissement viennent d'être arrosées à la Kalachnikov par des terroristes. Laurence Orceau, comme nous l'appellerons, sort précipitamment de la salle de sport. Chef de groupe criminel au 1er district de police judiciaire de Paris, elle vient d'être appelée en renfort. Laurence Orceau se rend avec son équipe dans les bars et commence par prendre les dépositions des témoins des attaques. Et puis, il y a le Bataclan. Les coups de feu en rafale, les cris, l'horreur, la BRI qui donne l'assaut avec à sa tête le commissaire Molmy. Tout ça, vous le savez. Une fois que l'assaut est terminé, il y a les premières constatations à faire. Et notre commandante, Laurence, est choisie pour y aller avec d'autres. Sûrement parce qu'elle a toutes les qualités qu'il faut. De l'empathie, de la précision et beaucoup de finesse. Elle laisse ses gars bosser sur les terrasses et elle file boulevard Voltaire. Quand elle arrive sur place, on lui demande de s'occuper du premier étage. Avec un autre chef de groupe criminel, il commence le boulot. Il faut restituer chaque détail de la scène de crime. Il ne faut rien oublier. Elle le sait. Le moindre petit élément peut constituer une preuve et changer la face d'une enquête. Laurence Orceau se sent comme un robot. Mais ce n'est pas vrai. Contrairement à une machine, elle garde en tête ceux qui étaient venus pour un concert et qui ont souffert ici. Elle ne peut pas faire grand-chose pour apaiser la souffrance. Alors, elle ramasse tout ce qu'elle trouve. Là, par exemple, il y a un porte-clés avec des photos d'enfants. Et il y a plein de vêtements. Quand tout ça sera fini, elle essaiera de rendre ses affaires à leur propriétaire. C'est tout ce qu'elle peut faire. Elle est comme ça, Laurence. Son boulot de flic, elle le fait avec le cœur. Et il va en falloir du cœur et de l'intelligence pour résoudre sa prochaine enquête, celle qui nous intéresse. Car Laurence Orceau, vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est elle qui sera appelée quand Odile sera retrouvée morte 1 mois plus tard. Quand vous rentrez dans l'immeuble où vivent Cyril et Marie-Elvire, il y a un premier sas vitré. Vous traversez et juste derrière, vous tombez sur une petite cour. C'est là que Brigitte range son vélo quand elle rentre. Ce vendredi soir, il doit être environ 19h. Elle voit passer une silhouette, un individu tout en noir qui porte une capuche. Il fonce vers le fond de la cour, là où se trouvent les poubelles et les caves. C'est pas net, se dit Brigitte. Alors elle décide de rester là, dans la petite cour. Les lumières automatiques s'éteignent et Brigitte attend. Quelques instants plus tard, revoilà la silhouette qui repasse dans le hall et part dans la rue. Brigitte appelle son époux. Guy est dans la rue, à 2 pas de l'immeuble. Il vient aussi de voir passer devant lui la silhouette tout en noir.
Ni Brigitte ni Guy n'ont vu le visage de cette étrange personne qui cachait sa tête derrière un carton. Sweat noire, capuche sur la tête, carton devant les yeux. On dirait bien la même personne que celle qu'a vue Charles-Henri, le voisin du 4e d'Odile. 1 heure plus tard, la police débarque pour interpeller Cyril Berger, le voisin du 5e. Et 20 minutes après, voilà que c'est les pompiers qui sont appelés pour éteindre un incendie dans une des caves. Brigitte regarde passer tout ce petit monde. Décidément, c'est animé ce soir. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Quand il s'agit de désigner le service de police adéquat pour mener une enquête, le parquet regarde les éléments dont il dispose. Si l'enquête paraît simple, on ne va pas aller chercher la brigade criminelle. Et là, c'est le cas. On a une victime, Odile, une vieille dame retrouvée morte dans sa salle de bain du 17e arrondissement de Paris et 2 agresseurs potentiels. François Xavier, le fils schizophrène qui vivait avec elle, ou bien le gendre, Cyril. Pas compliqué comme enquête. On met donc le 1er district de police judiciaire sur le coup et on appelle Laurence Orceau. C'est vendredi soir et une fois n'est pas coutume, Laurence sort du sport. Elle se rend sur les lieux, direction boulevard Malesherbes. Voilà, l'enquête peut commencer. Elle va durer 6 ans. Laurence Orceau pénètre dans l'appartement du 17e. Elle regarde partout, s'imprègne de l'atmosphère des lieux. Dans la chambre de François Xavier, il y a un ordinateur ouvert, posé sur un petit banc. Et dans celle d'Odile, les draps montrent encore le creux d'un corps assis là quelques dizaines de minutes plus tôt. D'apparence, c'était un vendredi soir paisible. La mère et le fils, chacun dans leur chambre, s'affairaient calmement à leurs activités. Odile avait un dîner ce soir-là. Sans doute était-elle en train de se préparer, jusqu'à ce que tout bascule. Laurence échange avec Madame C, avec Charles-Henri et d'autres témoins présents dans l'immeuble. Elle se demande qui a bien pu commettre un crime aussi violent. Dans un contexte pareil, il faut être fou. Quand son téléphone sonne, Cyril Berger a été arrêté et on prévient l'enquêtrice qu'il y a un incendie dans les caves de l'immeuble du gendre. Ça ne peut pas être une coïncidence, se dit Laurence. Les 2 appartements, celui de Cyril et celui d'Odile, sont passés au peigne fin à la recherche du moindre indice. Traces ADN, traces de sang, les équipes de l'identité judiciaire s'affairent, avec leur combinaison intégrale et tout le matériel. La nuit est courte pour Laurence et tous les policiers dépêchés sur place. À 8h30, la commandante de police est de retour au service. Dans la salle d'interrogatoire, Cyril Berger est en train d'être interrogé par ses collègues. Bon alors, que dit-il, le gendre de la victime ? Eh bien, pas grand-chose. Il ne comprend pas très bien pourquoi il est là d'ailleurs. Il a une vie simple, stable et heureuse, Cyril Berger. Il n'a pas de problème avec son épouse. Au contraire, avec Marie-Elvire, ils s'entendent tellement bien qu'ils envisagent de faire un bébé. Sûrement l'année prochaine. Et avec sa belle-mère ? Avec Odile ? C'est super. Ils ont une clé de son appartement et la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était dimanche. Oui, c'est ça, dimanche dernier. Ils se voient tous les dimanches avec Odile. Le fameux déjeuner dominical après la messe. Bon, c'est vrai qu'il y a un point noir au tableau de sa vie. Une bricole. Cyril a 42 ans et il a une petite société. Il fait des travaux dans les appartements de particuliers. Et cette année, la boîte ne tourne pas très bien. Mais comme Marie-Elvire gagne bien sa vie, elle lui a prêté un peu d'argent pour qu'il paye ses frais de société. 22 000 €. C'est normal dans un couple. Quand on est un peu juste, l'un soutient l'autre. Mais il va la rembourser. Le policier, face à lui, avance ses pions les uns après les autres. Et parmi les fils à tirer, il y a cette histoire de transpiration. Pourquoi était-il en nage, Cyril Berger ? Je ne comprenais pas. J'ai été surpris.
Je ne sais pas comment l'expliquer. En l'espace de 5 minutes, je me suis mis à transpirer. J'étais stressé. C'est vrai, après tout, il était là, assis sur le canapé, à attendre sa femme, fumant une cigarette bien méritée après le travail. Et des flics débarquent pour l'interpeller. Il y a de quoi être un peu inquiet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, il y a le sweat à capuche noire qu'on a vu sortir de son immeuble et quelques minutes plus tard, sortir de chez Odile. Il n'aurait pas changé de vêtements en arrivant chez lui, le gendre ? Non, répond Cyril. Il ne s'est pas changé. Il n'a pas pris de douche. Et le petit bidon d'essence qu'on a retrouvé dans sa poche arrière de pantalon ? Ah ça ? Non, c'est rien du tout. Il faisait juste un peu de ménage. Il a voulu jeter cette vieille chose. C'est tout lui, ça. Il aime que les choses soient propres et rangées. Il attendait Marie-Elvire, il s'occupait, et puis voilà tout. La garde à vue dure 48 heures, mais Cyril Berger n'avoue pas de crime. Il n'a pas tué Odile. Il n'a pas tenté d'assassiner François-Xavier. Et puis pourquoi il voudrait s'en prendre à eux ? Il les aime beaucoup. Il les voit toutes les semaines. Quel serait son mobile après tout ? Les enquêteurs ne disposent pas d'éléments suffisants pour accréditer cette thèse. Cyril Berger ressort donc libre du commissariat. Il faut attendre, se dit la méticuleuse Laurence. Les expertises ADN seront bientôt là. Dans la police aujourd'hui, on s'en remet à la science bien davantage qu'à la parole des suspects. À l'époque, les analyses se font à l'INPS, l'Institut national de la police scientifique. Aujourd'hui, ça porte un autre nom, mais c'est pareil. On envoie les flacons de prélèvement, les écouvillons attestés et en avant la vérité. Mais en cette fin 2015, la vérité est une denrée rare. Je vous rappelle qu'on a 130 morts à qui il faut rendre justice, des kamikazes à identifier, des complices à trouver, des faits à poser noir sur blanc sur une procédure. Alors le décès d'une petite vieille dans le 17e, oui, c'est dans la pile des priorités, dans le labo des experts, mais la pile est immense et Odile se trouve tout en bas. Il ne va pas falloir être pressé. Et voilà qu'en plus, c'est bientôt Noël. Laurence Orceau prend quelques jours pour aller voir sa mère au nord de Paris. Ça va lui faire du bien de couper un peu. La commandante de police est là, sur le quai de la gare, et elle attend son train. Quand son téléphone sonne. C'est Marie-Elvire, la femme de Cyril Berger. Son époux ne remet pas la main sur son alliance. Il l'a enlevée pour se couper les poils de doigts, charmant, ce fameux vendredi quand il est rentré du travail. Et puis, la sécurité publique a débarqué et tout s'est enchaîné. Les enquêteurs n'auraient pas retrouvé cette bague par hasard ? Mince, on aurait paumé une alliance, se dit Laurence Orceau ? Ça l'étonnerait. Mais elle va se renseigner auprès de ses collègues et elle la tient au courant. Merci, au revoir, et puis elle raccroche. Mais le portable sonne à nouveau. Cette fois, c'est la juge d'instruction. Elle explique à Laurence qu'elle vient d'interroger François-Xavier dans sa chambre d'hôpital, dans le service de chirurgie thoracique de Pompidou. Il était encore bien fatigué par l'opération qu'il a subie. La magistrate lui a annoncé sa mise en examen pour homicide volontaire aggravé. Bon, donc voilà, c'est lui, c'est François-Xavier, le fils. Pris d'un accès de violence, il a tué sa mère, c'est le coupable. Et en même temps, c'est aussi la maladie la responsable. C'est pas vraiment de sa faute. Saleté de schizophrénie. Mais au fait, c'est quoi la schizophrénie ? Il faut interroger des experts psychiatres, à commencer par celle de François-Xavier. Le docteur B, secret médical oblige, ne donnera pas le nom de la pathologie, mais nous la connaissons déjà. Donc, ce qu'elle peut dire aux enquêteurs, c'est que François-Xavier a déjà été hospitalisé sous contrainte, qu'il suit plusieurs traitements et que sa maladie peut engendrer des accès de violence et des automutilations. Et d'ailleurs, ce ne serait pas la première blessure qu'il s'inflige à lui-même. Un jour, il a sauté par la fenêtre. Mis à part cette pathologie, il y a des petits détails qui ne jouent pas en la faveur du fils. Odile vivait avec son garçon de 32 ans, mais elle voulait qu'il quitte les lieux. Avant le drame, Marie-Elvire, la sœur, Cyril Berger,
le gendre, et Odile, la mère, étaient en train de chercher un petit appartement pour François-Xavier. Quand on a plus de 70 ans et qu'on a encore sous sa responsabilité un fils comme lui, la cohabitation n'est peut-être pas si facile. Vous en dites quoi, vous? Qu'est-ce qui vous convainc? Le schizophrène qui craque et s'en prend à sa mère? Ou le gendre qui, pour des raisons encore inconnues, a mis un gros sweatshirt et a tenté d'assassiner tout le monde? Dans le bureau des flics du premier DPJ, ça se questionne, ça polémique. Laurent Sursault demande à son équipe ce qu'ils en pensent. « Qu'est-ce que tu t'embêtes à chercher? C'est le schizo !» Voilà ce que lui disent la plupart de ces gars. Et Laurent Sursault aimerait bien aussi que ce soit François-Xavier qui ait tué Odile, parce qu'elle est rincée, la commandante, par les nuits et les jours qu'elle passe à auditionner des victimes du 13 novembre, à les écouter, à les consoler parfois, comme elle peut. Dans les locaux de la DPJ, Laurence a installé un portant sur lequel elle a placé tous les vêtements qu'elle a trouvés quand elle était dans le Bataclan. Elle vit pour ça, Laurence, en ce moment, pour réparer un peu les dégâts du terrorisme. Alors une enquête compliquée, où il faut plonger dans les méandres d'une famille intoxiquée, ça ne la botte pas des masses. Mais bon, là, il y a de quoi continuer à chercher, dit-elle. La thèse du schizophrène, ça n'explique ni le sweatshirt à capuche qui se balade entre les deux appartements, ni l'incendie dans la cave. Et ces résultats ADN qui n'arrivent pas, elle va relancer la juge sur l'incendie. Elle va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais la machine judiciaire tourne à plein régime en ce début 2016. Ni la police, ni la justice n'a assez de bras. Alors, en attendant d'avoir mieux, on a François-Xavier. Le trentenaire est transporté à Fresnes, le seul établissement pénitentiaire qui dispose de chambres d'hôpital. Il y restera 7 mois. Et voilà qui nous amène au mois de juillet, début juillet 2016. Ça y est, la juge d'instruction a enfin donné son feu vert pour faire analyser les restes de l'incendie dans les caves de l'immeuble Berger. Un policier du groupe de Laurence se rend donc sur place et réalise de nouveaux prélèvements. Puis il revient au service, chargé de tout un tas de bocaux scellés pleins de cendres. A priori, rien qui ne va changer la face du monde. Mais il faut tout tenter. Laurence se met dans le bureau de son collègue. Elle le regarde préparer l'envoi des bocaux à l'INPS. Elle l'observe retranscrire le nom des scellés. Elle zone autour de lui. Bon, le flic a l'habitude de sa chef, il n'en fait pas état. Alors elle ne se gêne pas. Laurence saisit un bocal, le scrute, puis le repose. Elle en prend un autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle voit, dans l'un des pots, mais qu'est-ce que c'est? C'est rond et ça scintille. Oui, l'alliance de Cyril Berger est là. Depuis tout ce temps, elle attendait tranquillement à la cave. Mais est-ce qu'une bague peut changer le cours d'une enquête? Marie-Elvire a l'habitude des procédures judiciaires. Certes, elle ne fait pas de pénal. Sa spécialité, c'est la propriété intellectuelle, les brevets des entreprises, le droit sur les œuvres. Rien à voir avec les crimes des cours d'assises. Mais disons que quand on est avocate, quelle que soit sa spécialité, on a une certaine aisance dans le domaine du droit. Marie-Elvire sait donc que pour connaître les preuves contre son époux, elle doit se constituer partie civile. Et c'est ce qu'elle fait le 16 août 2016. Le temps que la justice lui transmette le dossier, ça prend un petit moment. Et puis, le dossier judiciaire arrive. Et la lecture va ébranler toutes les certitudes qu'elle avait sur son couple. Elle s'assoit, commence à lire le dossier, les lignes déroulent et avec elles les informations récoltées par les enquêteurs sur son mari. Au fil des pages, le monde de Marie-Elvire s'écroule. Il est 6h du matin, ce 27 juillet 2016. Les rues du 17e arrondissement de Paris sont encore paisibles. Cyril Berger se réveille doucement. Police, ouvrez! Encore tout ensommeillé, Cyril ouvre la porte. Les 4 policiers le regardent. Il n'a pas l'air très étonné, ce suspect. Il a même l'air résigné.
D'habitude, les types qui se déclarent innocents se défendent. « Attendez, vous faites erreur, vous m'avez déjà interrogé, j'ai déjà été en garde à vue pour cette histoire, ce n'est pas moi. » Mais pas lui. Non, Cyril Berger est très calme. Il les suit sans rien dire jusque dans le bureau de la juge d'instruction qui le met en examen pour homicide volontaire sur Odile et tentative d'homicide sur François-Xavier. La thèse du schizophrène parricide est abandonnée. C'est le gendre qui est maintenant dans le viseur. Dans l'épisode 2 de l'affaire Cyril Berger, nous avons suivi le travail méticuleux de la commandante Laurence Orceau pour obtenir des preuves et pouvoir résoudre le mystère de la mort d'Odile. Et bien dans ce 3e volet, vous allez découvrir le vrai visage du gendre, a priori sympathique et prévenant, avec sa belle famille. Et ça se passe au Palais de justice de Paris. L'audience s'ouvre le 28 novembre 2023. Nous sommes 8 ans après les faits et Cyril Berger arrive par les mêmes portes que les journalistes venus couvrir le procès. Il n'est pas dans un box comme le sont souvent les auteurs présumés de crimes. Non, Cyril Berger comparaît libre. C'est donc qu'il y a un vrai doute sur sa dangerosité. Entrons ensemble dans la salle d'audience. C'est une cour d'assises, mais ça fait plutôt penser à un ring. Enfin, un ring chic, un ring de gens bien. Commençons par le cachemire, puisque c'est la première chose que l'on voit dans cette salle d'audience. Bleu pâle, gris perle, noir, camel, brique, tabac, à-côte, fin, épais, en tôle, en écharpe, en mitaine, en pull, il se répartit équitablement de part et d'autre des bancs. Avec le velours côtelé, le daim, la flanelle de laine, le cuir souple des sacs, il est le trait d'union entre deux parties que désormais tout oppose. La journaliste Pascale Roberdiard dans Le Monde du 2 décembre 2023. D'un côté de la travée, nous avons Marie-Elvire, l'ex-femme de l'accusé. La vie de cette avocate est sûrement un bazar monumental aujourd'hui, mais elle est présente, droite comme la justice. Vous la verriez là, assise calmement sur le banc des parties civiles. Vous aussi, vous diriez ce mot, Marie-Elvire est digne. Son frère, François-Xavier, n'est pas là. Son état mental ne s'est pas amélioré. Mais il viendra plus tard. Il est représenté par maître Frédéric Beaulieu. Pour info, c'est l'avocat de Dominique Strauss-Kahn et d'Olivier Duhamel après les accusations d'inceste publiées dans le livre La Familia Grande. Autant vous dire que pour assurer l'innocence du fils schizophrène, on n'a pas lésiné sur les moyens. De l'autre côté, derrière Cyril Berger, il y a son demi-frère Richard. C'est le patron d'un gros groupe d'immobilier haut de gamme. C'est lui qui fait travailler Cyril. Il lui commande des travaux dans les beaux appartements qu'il vend du côté de Boulogne-Billancourt et autres cités luxueuses des Hauts-de-Seine. À ses côtés, il y a sa femme et leurs 3 grands-enfants. De ce côté des bancs, il y a la certitude de l'innocence de Cyril Berger. Quelles que soient les preuves, la justice fait erreur. Et ils sont là pour s'assurer que la vérité trouve sa voie. D'abord, il y a les filles qui viennent témoigner. Quelles filles ? Ah, eh bien, celle avec qui Cyril va boire des verres ou couche à l'occasion. Celle auquel il envoie des photos de son sexe sur les réseaux. D'ailleurs, c'est rigolo de l'entendre, celle avec laquelle il entretient une relation depuis quelques mois. La jeune fille a 20 ans de moins que lui, et elle témoigne en visio. Vous savez, dans les procès pour des crimes intrafamiliaux, comme c'est le cas ici, l'ambiance n'est jamais très joyeuse, on s'en doute. C'est plutôt triste et studieux. Une famille a été brisée. Alors, la parole de cette jeune, que personne dans la famille Berger ne connaît, rompt avec la morosité du procès. La fille que l'on voit sur grand écran explique qu'avec Cyril, il n'a jamais été question d'une relation. Ah non, entre eux c'était uniquement pour le sexe. Elle n'a pas grand-chose à dire de plus d'ailleurs. Cette histoire d'homicide, elle ne se sent pas vraiment concernée. Et c'est vrai qu'il n'a pas d'intérêt ce témoignage, si ce n'est de démontrer que Cyril Berger, on ne peut pas lui faire confiance. Face à l'écran, Marie-Elvire encaisse. Une humiliation de plus. Pas la pire. Non, la pire, c'est peut-être quand elle a découvert l'existence d'Elena.
On ne sait pas grand-chose de cette femme. Elena est russe. Marie-Elvire apprend que l'argent dont son mari avait absolument besoin pour aller acheter des fournitures professionnelles en Russie, argent qu'elle lui a donc prêté, servait en fait à payer les grands hôtels ou faire l'amour à Elena. Cyril voulait d'ailleurs quitter sa femme pour celle-ci, mais la Russe avait mis un terme à la relation. Ce qu'on découvre au procès, c'est que l'accusé est un imposteur. Pas seulement en amour, Cyril Berger a aussi menti sur ses diplômes. Il dit à tout le monde qu'il est diplômé d'HEC, alors qu'en fait, il a fait un jour un stage sur le campus de la Grande École d'économie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pareil, il fanfaronne qu'il a fini son service militaire comme officier, alors qu'il n'était que seconde classe. Bon, donc Cyril Berger ne se verra pas décerner la palme de la fidélité et de la décence. Mais quel est le rapport avec Odile ? Ça n'explique pas pourquoi il l'aurait tué. Et c'est ça qu'il manque dans ce procès, un mobile. Parce que, matériellement, il y a ce qu'il faut pour le condamner. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais de l'ADN de Cyril a été retrouvé sous un ongle d'Odile. Lui s'est mollement défendu, disant qu'il avait utilisé l'ordinateur de sa belle-mère et que c'était pour ça. Pas franchement convaincant comme explication. Et puis, on a aussi retrouvé des traces de sang dans l'évier de l'appartement de Cyril et Marie-Elvire. Les flics ont passé leur lampe Blue Star et dans les traces de sang, il y avait l'ADN d'Odile. Mais au procès, la thèse du schizophrène reste quand même séduisante. Le fils psychiatriquement atteint qui pète une durite, c'est encore crédible. Malgré les éléments matériels, comme disent les policiers, le doute sur la culpabilité du gendre modèle persiste. C'est un peu comme si François Xavier était jugé lui aussi dans cette cour. Même s'il a été mis hors de cause, c'est le procès dans le procès. Il va falloir l'entendre, le fils d'Odile, l'ancien suspect, le témoin direct de la scène. Mais pas n'importe comment, non. Les psychiatres refusent qu'il témoigne en présence de son beau-frère. Ce serait trop perturbant pour lui. Alors on vide la salle d'audience, dehors les journalistes, les familles et l'accusé. François Xavier viendra témoigner, oui, mais à huis clos. Ceux qui ont le droit d'écouter son témoignage le voient arriver complètement ahuri. François Xavier raconte qu'il est dans sa chambre quand il entend les cris de sa mère. Il voit son beau-frère, ou peut-être plutôt le sosie de son beau-frère, c'est ce qu'il dit. L'homme porte des gants de vaisselle rose. Le fils lui hurle « Ne nous fais pas de mal, Cyril, on t'aime !» Mais ça n'empêche pas l'autre de continuer à taillader la vieille dame. 30 coups de couteau plus tard, il se met à poursuivre François Xavier dans l'appartement. La suite, vous la connaissez. Caleçons, chaussettes, le schizophrène se retrouve dans le couloir face à Charles-Henri et Madame C. Mais est-ce que c'est vrai tout ça ? Bah oui, un schizophrène ça ment aussi, comme tout le monde, non ? Eh bien non, les experts psy viennent à la barre et ils sont catégoriques. Les malades schizophréniques n'accusent jamais quelqu'un à leur place. Ou alors ce sont des forces supérieures qui les ont poussés à commettre leurs crimes, des hallucinations ou l'emprise d'une personne à distance. Quelle est la proportion de schizophrènes qui nient leurs crimes ? Demande l'avocat de Cyril Berger à la psychiatre qui se trouve à la barre. La réponse est sans appel de l'experte, 0. Retour à la case départ. Ça paraît bien compliqué de désigner quelqu'un d'autre que Berger pour le rôle de coupable. Voici donc la seule théorie qui vaut à la fin de l'audience. Le gendre, Cyril Berger, enfile un gros jogging sombre, part massacrer sa belle-mère, revient chez lui, brûle ses vêtements, y perd ou y met volontairement son alliance et enfile de nouveaux habits avant de remonter chez lui en 4e vitesse par l'escalier de service, d'où le coup de chaud dont nous avons déjà parlé. Laurence Orceau a juste un regret. La commandante de police l'explique à la barre. « J'aurais dû saisir son slip. » Bah oui, si vous devez quitter des vêtements tachés de sang et que vous n'avez pas une seconde à perdre, la seule chose que vous ne pensez pas à remplacer, c'est votre slip. Peut-être qu'ils auraient retrouvé de nouvelles preuves sur le sous-vêtement. Avant de refermer le procès, l'accusé a la parole. Cyril Berger se lève et il persiste. Je ne sais pas quoi dire de plus.
je m'en remets à vous individuellement, en votre âme et conscience. Pourquoi je m'en serais pris à Odile, que j'adorais et qui me le rendait bien? Allez, ça y est, voilà les jurés qui sortent de la cour, ils partent délibérer. Laissons-les débattre entre eux. De toute façon, nous n'avons pas le droit d'assister à ce moment hautement confidentiel. Non, profitons-en plutôt pour nous pencher sur la question du mobile. C'est ça qu'il manque, le mobile, le pourquoi. Dans cette affaire, chacun a son avis. Certains pensent que la belle-mère avait découvert le vrai visage de Cyril Berger et qu'elle allait tout dire à sa fille, Marie-Elvire. Est-ce que l'accusé a eu peur de tout perdre? Son mariage? Son statut social? D'autres se disent que peut-être qu'Odile n'était pas la cible, que c'était François-Xavier, qu'il était le second héritier d'une famille fortunée et que François-Xavier mort, eh bien, Marie-Elvire devenait la seule héritière. Ça y est, les jurés s'installent à nouveau dans la salle d'audience. Le délibéré a duré 4h45. C'est court aux assises. Ils n'ont pas mis longtemps à tomber d'accord. Quand le verdict est tombé, ce n'est pas lui, Cyril Berger, le condamné, que l'on a regardé. Ce n'est pas non plus elle, Marie-Elvire de Moreau-Diaféry, son ex-épouse assise au banc des parties civiles. Non. Ceux dont on ne pouvait détacher les yeux, c'était ce demi-frère aîné, si parfaitement droit et élégant, son épouse à la blondeur délicate, et leurs 3 grands enfants à l'allure aussi chic et délie que leurs parents. Tous, main dans la main, anéantis. Eux qui, depuis le premier jour, serrés au premier rang du public, témoignaient de leur absolue confiance en l'innocence de l'accusé. Eux qui, à chaque suspension d'audience, l'entouraient, le réconfortaient, l'enveloppaient de leur affection. Que pensait-il, jeudi 7 décembre, à cet instant où la cour d'assises de Paris a déclaré Cyril Berger coupable d'avoir assassiné sa belle-mère, Odile de Moreau-Diaféry, et tenté d'assassiner son beau-frère, François-Xavier, le 18 décembre 2015 à Paris? À quel combat intime se livrait-il entre l'image qu'ils avaient d'un cadet, d'un oncle, d'un parrain aimé, et celle, terrifiante, que le miroir de la justice leur renvoyait? On les avait beaucoup observés pendant le procès, guettant impudiquement sur leur visage l'affleurement d'un doute, l'ébranlement d'une foi, tandis que jour après jour se construisait l'intime conviction de la cour et des jurés sur la culpabilité de l'accusé. Ce fracas, s'il existe, n'appartient qu'à eux. Voilà, c'était un texte de la journaliste Pascale Robert-Diard dans Le Monde du 8 décembre 2023. Jeudi 7 décembre 2023, Cyril Berger est condamné à 28 ans de prison par les jurés de la cour d'assises de Paris. À l'annonce du verdict, dans la salle d'audience, l'un des enfants de Richard, le demi-frère qu'il a toujours soutenu, se lève d'un bond et s'écrie « C'est une erreur judiciaire ». Souvenez-vous que Cyril Berger comparaissait libre. Mais puisqu'il est condamné, les forces de sécurité présentes se dirigent vers lui et lui passent les menottes sans attendre l'évacuation de la salle d'audience. L'homme part directement en prison. En 10 secondes, Cyril Berger a tout perdu. Sa famille, son avenir sur les quasi 30 prochaines années et sa liberté. Il faut être bien sûr de la culpabilité pour infliger ce traitement à quelqu'un, vous ne trouvez pas? Et vous reste-t-il encore un doute? Il y a tous les indices, c'est vrai, mais c'est dur de condamner quelqu'un qui se bat pour prouver son innocence. L'innocence de Cyril Berger, c'est ce que mon invité va tenter de défendre lors du prochain procès, car Cyril Berger a fait appel de la décision. Il est donc présumé innocent jusqu'au prochain procès en cour d'appel, qui se tiendra courant 2025. Bonjour, maître Sylvain Cormier. Bonjour. Vous êtes le nouvel avocat de Cyril Berger. Maître, être avocat de la défense dans un tel dossier n'est certainement pas aisé. Première question, est-ce que c'est Cyril Berger qui a pris contact avec vous et est-ce que vous avez hésité avant d'accepter de le défendre? Alors oui, c'est lui qui a pris contact, évidemment.
Par ailleurs, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce que j'avais entendu parler de cette affaire qui est peut-être une des plus passionnantes de la décennie. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui m'avait vraiment intéressé. Vous dites passionnante, certainement la plus passionnante de cette décennie. Pour quelle raison ? Il y a beaucoup de raisons. C'est un dossier très mystérieux, c'est un dossier compliqué. C'est aussi un dossier technique. On a l'impression que le projecteur de l'accusation, après avoir hésité pendant un moment, s'est braqué sur Cyril Berger et a bloqué en quelque sorte le faisceau sur ce suspect et jusqu'à cette condamnation terrible. Donc, c'est le genre de je sais pas comment vous dire, quoi, de combat qui me... Qui vous passionne, qui vous anime ? Oui, ouais, je trouve que enfin, moi, j'étais avocat pour ce genre d'affaires, pour défendre Cyril Berger et des gens dans cette situation. Alors, je ne sais pas si vous pouvez dévoiler votre axe de défense, mais on l'a entendu dans ce récit, les éléments réunis durant l'enquête sont quand même nombreux à mettre en cause Cyril Berger. Comment on fait quand on est avocat ? On repart à zéro ? C'est comme aux États-Unis où vous faites vous-même un peu l'enquête ? Dans quel interstice vous pouvez vous mettre finalement pour essayer d'accréditer son innocence ? Alors, ma méthode, mais je pense qu'elle est assez partagée, enfin, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, et moi, c'est vraiment de tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro, tous les détails, tout accéder à la matière brute le plus possible, vraiment aller creuser le plus profondément, vraiment extraire du dossier tout ce qu'on peut en extraire. Et chercher sans fin, quoi. Mmh. Et d'après vous, il y a des éléments suffisamment importants qui accréditeraient justement de l'innocence de votre client ? Alors, vous l'avez dit, c'est compliqué pour moi de vous répondre aujourd'hui. Je garderai mon argumentation, et puis qui de toute façon n'est pas définitive. J'en suis sur une phase d'exploitation du dossier, rassembler des éléments, chercher à comprendre certaines choses aussi. La première, je disais chercher, c'est vrai que la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre comment on en est venu là, et puis comprendre certaines choses qui ne collent pas dans le dossier. Et puis, après, une argumentation se construit. Mais pour l'instant, c'est d'abord, trop tôt pour en parler. Et puis, deux, c'est vrai que moi, je réserverai évidemment les explications qu'on peut avoir à mes juges. Alors, sans dévoiler donc votre axe de défense, on va quand même parler un peu de votre client. Durant l'enquête, on le sait, il a menti sur des pans entiers de sa vie à ses proches. Comment s'est passée votre première rencontre ? Et est-ce que lui, il a fait amende honorable de dire « bah oui, en effet, j'avais une double vie, par exemple, je ne l'ai pas dit ». Alors vous allez me répondre « oui, ça n'en fait pas un coupable, bien évidemment ». Mais en tout cas, sur sa personnalité qui est découverte pendant les assises, qu'est-ce qu'il dit de ça, lui ? Alors, pour moi, c'est plutôt un argument qui m'intéresse en défense parce que c'est un schéma très fréquent. Pour fabriquer un coupable, on ne va pas forcément, surtout lorsque les preuves immédiates sont difficiles à rassembler, eh bien, on va construire un personnage, et souvent un personnage détestable. Et c'est pour moi le signe plutôt d'une accusation fébrile que de quelque chose de très pertinent. Je ne vois pas ce que ces difficultés conjugales aient à voir avec le fond du dossier. Et pourtant, on a bien compris que pendant l'instruction et le procès, c'est quelque chose qui a pris une ampleur essentielle. Ça tient, à mon avis, à cette image, je ne dis pas que c'est un complot, évidemment, hein, mais cette mécanique de l'accusation, elle est assez fréquente. On construit un personnage qu'on va dépeindre sous un jour très négatif. Et je crois que ça permet aux jurés de le condamner plus facilement. On se dit c'est un sale type, c'est un menteur, et puis après de raccourci en raccourci, pourquoi pas un coupable. Mmh. Mais pour moi, voyez-vous, c'est moins je dis qu'une accusation qui serait sûre d'elle-même n'aurait pas besoin de ce genre de choses. Selon l'accusation, justement, quel serait le mobile du crime ? Ils n'en ont pas. C'est une autre difficulté. Et ça explique d'ailleurs peut-être votre question, enfin voilà, ce qu'on a évoqué précédemment, quoi. C'est-à-dire on se focalise sur une personnalité un peu différente de ce qu'on avait imaginé pour créer un personnage, c'est ça que vous dites ? Non, je ne dis pas qu'il est très différent, je dis qu'on exploite des difficultés conjugales qui sont à mon avis assez partagées par pas mal de couples, hein. C'est des choses, je ne crois pas que ce soit très, très innovant, mais on va surexploiter ces éléments-là
là, qui n'ont aucun rapport avec le fond du dossier. Et parfois, ça peut avoir un lien dans certains dossiers, ça peut être un mobile, mais une difficulté conjugale, mais là, pas du tout. Et c'est vraiment presque hors sujet, mais pourtant, ça a été surexploité. Et à mon avis, encore une fois, c'est plutôt un signe de fébrilité de l'accusation. Alors, si Cyril Berger, comme il le prétend bien sûr, est innocent, qui est coupable ? Est-ce qu'on peut imputer la culpabilité à François-Xavier ? Ou croyez-vous plutôt à l'intervention d'une tierce personne ? C'est une possibilité parmi d'autres. La défense n'est pas en devoir de trouver forcément un coupable. L'accusation ne s'improvise pas, hein, c'est un métier et ça nécessite des moyens. Je ne vais pas arriver avec des coupables de substitution, mais plusieurs scénarios sont possibles. En première instance, Cyril Berger a été condamné à une peine très lourde. C'était une nécessité, d'après vous, pour lui de changer d'avocat en appel ? Vous allez changer complètement d'axe de défense ? Je ne sais pas. Tous les cas de figure se trouvent présents. C'est vrai que c'est une vraie réflexion est-ce qu'on doit intervenir forcément en appel ? Moi, je sais que personnellement, je me pose la question. Par exemple, lorsque j'ai défendu quelqu'un, que ce soit victorieusement ou que ce soit un échec, il faut se poser la question de changer l'équipe. Là, je pense qu'il y a eu un besoin d'un autre regard. Voilà, c'est tout. C'est pas nécessairement que une critique des anciens confrères. Cyril Berger, aujourd'hui, il est où et dans quel état d'esprit il se trouve ? Alors aujourd'hui, il est à Fleury-Mérogis. C'est un homme, c'est difficile à expliquer. Vous êtes accusé de quelque chose de terrible. Vous êtes placé en contrôle judiciaire. Ça dure des années. 7 ans plus tard, le procès arrive. C'est quelqu'un qui est passé par des chocs dont il est difficile de se remettre. Un contrôle judiciaire très long. 7 ans après, il a ce procès où pour lui, c'est le problème des gens qui sont innocents, ils attendent le procès avec impatience, pensant trouver une tribune où ils pourront clamer leur innocence, et ça se passe rarement comme ça. Et il a été condamné à 28 ans de prison, et c'est vrai que c'est un choc terrible pour lui. Néanmoins, je vois un homme combatif, un homme qui ne se laisse pas abattre, qui lutte et qui veut prouver son innocence par-dessus tout. Je pense que c'est fondamental pour lui. Il y a quand même, vous l'avez dit, la peine en première instance a été extrêmement lourde. Il s'avère quand même que souvent en appel, c'est confirmé, parfois plus lourd. Il a quand même bon espoir, et vous aussi. Alors, j'imagine que vous allez me dire oui, sinon je ne ferai pas ce métier. Mais là, quand même... Non, mais j'imagine bien, mais bon, on se pose toujours la question d'aller faire appel. Voilà, est-ce que c'est un risque supplémentaire ou quoi ? Il se dit, bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'y vais ? Je pense que pour quelqu'un qui est innocent, la question de l'appel se pose un peu différemment. C'est sûr que quand vous êtes coupable, il y a des risques à évaluer et vous gérez le risque. Est-ce que si je fais appel, je ne vais pas prendre plus ? Est-ce que ça ne va pas être pire ? Mais quand vous êtes innocent, surtout d'un crime aussi odieux, d'une femme qu'il aimait beaucoup, qu'il était auprès, enfin, c'était quelqu'un il était proche de cette personne, il était... c'est quelque chose de terrible pour lui. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de calcul. On n'est plus sur une démarche utilitaire. On est sur je suis innocent et il faut m'entendre. Merci Maître Cormier. Je rappelle que le procès en appel de Cyril Berger aura lieu en mai 2025. Et jusqu'à cette date, donc, Cyril Berger est toujours présumé innocent. C'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Tiffaine Piauget, à la réalisation sonore Jean-Gabriel Rassa. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.